Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. Politique, culture et sport sont au programme de cette édition. On va se rendre à Gland pour commencer. À Gland, où d'importants travaux vont prendre place à la gare. Les quais seront agrandis et rehaussés et un nouveau passage sous voie verra notamment le jour. Les explications de Thierry Genoux, le municipal des bâtiments. C'est évident qu'un chantier de cette importance va créer de gros problèmes, surtout sur les travaux de nuit. Et c'est vrai que ça commence dès la semaine prochaine, sauf erreur, avec des pales-planches. Donc c'est vrai que quand on enfonce des pales-planches de nuit dans un quartier aussi tranquille que la gare, c'est évident qu'il y aura pas mal de nuisances sonores. Mais une grosse information est en route et les principaux riverains ont été avisés et peuvent suivre sur le site de la commune de Gland et aussi auprès des CFF l'évolution des travaux des différents chantiers. Pour le moment, c'est tous des travaux préparatoires pour la surélévation des quais, pour le soutien des quais quand, bien évidemment, il va y avoir la creuse sous les voies CFF. Donc, c'est les ponts provisoires, c'est le maintien du rail, bien évidemment, pour le passage des quais la journée. Et c'est des travaux qui devront être faits la nuit. L'installation de chantier demande la démolition de 3 bâtiments, donc l'ancien garde-fort, un bâtiment Vernet 2 où on avait des logements où les locataires, il y en a un locataire qui est encore dedans mais qui va bientôt déménager, et puis l'ancienne poste, la serrurerie Kesslin. Donc ces bâtiments vont être démolis pour préparer la creuse proprement dite du passage inférieur qui aura lieu début mars avec la première pierre et les premiers coups de pioche. L'entier du chantier sera fini autour d'avril 2017 avec l'inauguration qui est prévue printemps 2017. Mais c'est vrai que cette année, octobre, on devrait avoir déjà le gros des travaux qui sera terminé. Nyon avait apporté son soutien à NRTV la semaine dernière. Au tour des élus de Gland de se prononcer. Les précisions de Christine Giraud, la municipale de Gland, et qui défendra le préavis devant le Conseil. En ce qui concerne la commune de Gland, le préavis proposé au conseil communal, c'est un montant de 175 000, un montant unique que nous aimerions mettre à disposition de NRTV. C'est composé par 10 francs par habitant, donc sur un montant de 13 000 habitants, donc 130 000, 20 000 pour de l'investissement de matériel et 25 000 qui seraient des contreparties pour des productions faites par NRTV. Quand je dis que c'est un montant ponctuel, c'est que la municipalité souhaite se repencher sur la viabilité, sur la question d'NRTV avant le bouclement de son budget, donc qui sera en automne 2016, faire un point de situation également avec les partenaires de Nyon et les autres communes qui ont rejoint le projet d'ici là, faire un point de situation et revenir devant le conseil communal avec une proposition qui sera vraisemblablement inscrite au budget 2017. Donc il y a 2 commissions qui ont été nommées, la commission ad hoc et la commission des finances. Au niveau de la commission ad hoc, on a un rapport positif. L'unanimité de la commission accepte le préavis de la municipalité. En ce qui concerne les finances, là il y a eu un rapport de minorité et un rapport de majorité. Au niveau de la minorité, c'est ceux qui acceptent le préavis, et la majorité est défavorable, donc à une voix de différence. Les questions principales, c'est évidemment la viabilité, la manière comme ça va se dérouler à long terme, etc. Une inquiétude finalement par rapport aux finances. Mais je tiens quand même à dire qu'au niveau de la commission ad hoc, la commission a compris l'esprit, a compris aussi la vision de la municipalité pour donner une chance à NRTV de enfin démarrer, enfin mettre le pied à l'étrier avec cette participation. Et pour ma part, je défendrai en tout cas ce préavis aussi jeudi soir lors du conseil communal, et on se tient les pouces. 470 interventions. Les pompiers de la région de Nyon ont été particulièrement sollicités en 2015. Alors pour en parler sur ce plateau, Pierre-Yves Cortési, le commandant du SDIS Nyon-Dole, bienvenue. Merci. 470 interventions en 2015, 390 l'année d'avant, ça fait comme une augmentation de 25%. Comment expliquer cette grosse augmentation ? Toujours difficile d'expliquer évidemment le nombre d'interventions puisqu'on les subit, hein, bien sûr. On est tributaire du nombre d'interventions auxquelles on va être confronté. On a eu quelques éléments quand même de réponse, essentiellement liés à la météorologie. C'est vrai qu'on a eu quelques épisodes orageux, rien à voir avec les gros épisodes qu'il y avait eu en 2013, mais qui ont quand même augmenté, je dirais, les statistiques au niveau des interventions liées à ces types d'interventions. Alors on a tendance à réduire finalement le travail de vos hommes aux incendies, mais il n'y a évidemment pas que ça, hein. C'est une part
minoritaire, j'ai envie de dire, de vos interventions. Oui, enfin, c'est évidemment une partie quand même importante, c'est un quart à peu près du travail, le feu. Il y a après d'autres grandes parties qui sont, alors évidemment les inondations, j'en ai parlé tout à l'heure, les pollutions, puisqu'on intervient également pour les pollutions de tout ordre, que ce soit sur la terre, sur l'eau, sur le lac, etc. Et puis les alarmes automatiques, donc les déclenchements de systèmes automatiques dans les entreprises ou dans les lieux publics, qui sont aussi des grandes sources. En plus de ça, il y a évidemment des éléments assez spécifiques qui, heureusement, sont moins courantes, mais tout aussi importantes et encore plus techniques et qui prennent beaucoup de temps, à savoir les désincarcérations, donc malheureusement les accidents de la route, et puis tout ce qui est intervention dans le milieu des interventions chimiques, qui sont aussi extrêmement importantes. Le cliché du chat qu'on va chercher avec la grande échelle en haut d'un arbre, il existe encore? C'est des éléments qui peuvent arriver encore au jour d'aujourd'hui, mais qui sont vraiment extrêmement minimes. Alors, vous couvrez 18 communes, vous avez 266 pompiers dans votre corps. La plupart, ce sont des volontaires. Est-ce qu'on arrive de nos jours à recruter facilement des pompiers supplémentaires ? Alors, c'était un des éléments marquants de l'année passée. C'est vraiment l'excellent résultat qu'on a eu dans le cadre du recrutement. C'est un recrutement qui est fait dans l'entier du canton le même jour, le premier jeudi du mois de novembre. Et le recrutement 2015 a été extrêmement prolifique puisqu'on a eu 50 sapeurs-pompiers, 50 candidats qui se sont présentés. On a dû faire des tests pour, en finalité, en garder 27. Donc, on voit qu'on a en tout cas une réponse de la part de la population qui est extrêmement positive. Ce qui est peut-être un peu plus difficile, c'est de pouvoir les garder. On a vraiment besoin de sapeurs-pompiers qui s'engagent à long terme, qui vont acquérir de l'expérience, qui vont rester, qui vont gravir des échelons. Et c'est peut-être la grande difficulté qu'on a liée à plusieurs facteurs, mais typiquement de garder les jeunes parce que tout d'un coup, ils sont confrontés à des changements dans leur vie. Ils vont peut-être devoir déménager ou trouver un premier appartement qui sera peut-être difficile à trouver. Et dans notre secteur, c'est quelque chose qui est un petit peu problématique. Avec les activités professionnelles de chacun, c'est effectivement peut-être un peu plus compliqué pour les gens de s'investir pleinement dans les corps volontaires. Oui, c'est vrai. Et je crois que là, on peut aussi profiter de tirer un grand coup de chapeau aux employeurs de nos sapeurs-pompiers qui jouent le jeu la journée et qui les laissent partir pour intervenir. Comment a démarré cette année 2016 ? Elle a démarré très positivement puisque c'est vrai que vous parliez des sapeurs-pompiers volontaires. On a la chance d'avoir aussi un encadrement avec des sapeurs-pompiers permanents. On a 4 sapeurs-pompiers permanents actuellement qui sont là pour faire du travail au profit justement du volontariat, pour éviter de tirer trop sur cette corde du volontariat. Et en 2016, on a la chance de pouvoir avoir un poste supplémentaire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif pour cette année. Merci beaucoup, Pierre-Yves Cortési, d'être venu sur ce plateau. Et bien, on vous souhaite évidemment une bonne année 2016 à la tête de ce corps du SDIS de Nyon-Dole. Merci. On poursuit maintenant notre tour d'horizon des formations en politique en vue des élections communales du 28 février prochain. On va s'intéresser aujourd'hui à l'UDC et aux Verts libéraux de Nyon. L'UDC nyonnaise qui présente 23 candidats pour le législatif, emmenés par leur chef de groupe et candidat à la municipalité, Sacha Soldini. Revue d'effectifs avec Florian Cavalieri. On a une liste de 23 candidats au conseil communal. Donc les 13 candidats sortants se représentent tous. Une liste composée de 15 hommes, 8 femmes, de 19 à 77 ans. Donc ce qui représente bien la population de la ville. Et sur ces 23 personnes, il y a également 4 candidats qui sont les anciens conseillers communaux à Nyon. On a des personnes qui viennent tant du domaine manuel, du domaine technique, du domaine financier. On a aussi quelques personnes d'origine étrangère qui sont à Nyon depuis plusieurs années et qui ont voulu s'investir en politique et qui ont rejoint notre parti dernièrement. Au niveau cantonal, je crois qu'on vise environ 10% de plus, mais au niveau communal, ça serait bien qu'on ait, je pense, entre 15 et 17 sièges. Ça serait quand même quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir qu'on n'a pas cessé d'augmenter le nombre de conseillers communaux UDC depuis l'entrée du parti au conseil communal en 2002. L'UDC a un rôle très important à jouer au niveau des finances, de la mobilité et on va dire aussi de la sécurité. Il faut rester assez local, ne pas mélanger non plus avec des thématiques qui sont fédérales ou cantonales. Il faut privilégier le débat local, les idées locales, et c'est à ce moment-là qu'on fera un travail efficace. Donc il s'agit tout d'abord de prioriser certains projets, parce que Nyon est une ville, comme le dit le syndic, en pleine mutation. C'est très bien, la ville croît, mais ce qui est également essentiel, c'est d'avoir des priorités et ne pas tout faire en même temps. Nos 4 thèmes sont bien vivre à Nyon, la sécurité pour tous, des finances responsables et libérer la circulation. C'est les thèmes que nous avons identifiés.
Évidemment, ces thèmes, tout au long de l'année, nous avons déposé des motions, des postulats sur des sujets qui concernent ces thèmes. C'est non seulement des sujets qui préoccupent la population, mais évidemment aussi les candidats de l'UDC. Les Verts libéraux peuvent également compter sur une candidature à la municipalité pour tirer cette liste. C'est celle de Vincent Hacker. 11 candidats briguent une place au conseil communal et espèrent ainsi faire mieux que les 7 sièges actuels. Pendant longtemps, l'écologie politique a été représentée par les Verts, parti de gauche, et c'est vrai que l'écologie politique manquait à la droite, au centre droit, et les Verts libéraux, c'est un peu leur objectif, leur but, c'est de mettre aussi l'écologie et de signifier que l'écologie n'est pas forcément de gauche et n'est pas un monopole de gauche. Ils n'ont ni le monopole du cœur, ni le monopole de l'écologie. Effectivement, nous avons rejoint le centre droit parce que simplement, quand on fait de la politique, notamment en Suisse, vous êtes obligé de faire des ententes avec d'autres partis. Seul, vous ne gagnez pas. Le but d'une alliance, c'est qu'effectivement, on se met d'accord sur un certain nombre de choses, un programme commun. Là, nous nous entendons, c'est-à-dire que nous estimons que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais que nous avons un socle commun qui nous permet de travailler ensemble. Un engagement plutôt que des promesses. Pourquoi ? Parce que nous sommes un petit parti avec relativement peu de représentants au conseil communal, ce qui nous laisse peu d'amplitude d'action. On peut parfois faire pencher un vote d'un côté ou de l'autre, mais ce n'est pas nous qui pouvons faire passer un projet en force. Par contre, en engagement, parce que justement, on est une petite équipe et que sur les 254 préavis qu'il y a eu au long de la législature, avec 7 conseillers communaux, ça fait un certain nombre de commissions qu'il a fallu se partager. Nous avons 7 conseillers communaux. Notre but est de placer 10 conseillers communaux sur cette législature et un municipal en ma personne. Le gros axe, c'est déjà d'assurer une pérennité financière et une stabilité à notre ville et définir les priorités dans les investissements à venir. Nyon, ville de festival, c'est bien connu. On vous a parlé des hivernales la semaine dernière, autre festival très attendu au printemps, aux portes même de l'été. C'est Caribana, ce sera du 1er au 5 juin à Cran. Joanne Lutjens, directrice de production du festival, et Tony Lerch, le directeur du festival, sont présents sur ce plateau. Bienvenue à vous. La programmation, elle est sous toit. On a relevé quelques têtes d'affiche. Garbage, James Morrison, Lost Frequencies, Maître Gims. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Oui, on a une programmation très variée, on est content. Alors, on a la programmation dimanche qui est très jeune, Maître Gims. Moi, c'était pas trop mon choix, mais je suis allée le voir à l'Arena et c'est vraiment un spectacle époustouflant. Et tout le monde participe. Donc, puis après, il y a des choses plus pointues pour les autres styles musicaux. Alors, mon coup de cœur, je dois vous l'avouer, c'est Cadet Bostani. C'est un groupe roman, on ne le sait pas forcément, qui a connu un succès, on peut le dire, planétaire avec son titre Castle in the Snow. Cadet Bostani qui va revenir donc à Caribana. Oui, alors c'est typiquement le genre de groupe qu'on a fait au début sur la petite scène, qui était déjà incroyable sur la petite scène. On nous avait déjà demandé, les fans, pourquoi ils jouaient là. Et puis là, on sait maintenant qu'ils méritent la grande scène. Et on leur a fait une place de choix en soirée, donc de nuit, parce qu'ils ont un nouveau show incroyable qu'on se réjouit de découvrir. On a déjà pu voir en fait la maquette du show, ça a l'air incroyable. Ils ont changé, il y a le nouvel album qui va arriver en plus, donc c'est très très attendu ce concert en Suisse et même en Europe, je pense. Bon, en arrivant, vous m'aviez dit que vous auriez une petite exclue pour nous. Oui, alors c'est sur le mercredi, donc qui sera une soirée très rock cette année, avec, vous avez dit, Garbage. Et puis en plus, on peut annoncer aujourd'hui donc, nos Américains. Je te laisse l'annoncer. C'est Breaking Benjamin, c'est un groupe américain. Et puis on avait prévu de les annoncer plus tard, mais on a envie de vous faire un cadeau. Ça sera du hard rock, donc très très soutenu. Ils viennent d'annoncer à Zurich, ça se remplit très très vite là-bas. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'annoncer ce groupe en exclusivité pour NRTV. Merci, c'est très gentil. On rappelle que Caribana, il y a une volonté quand même de rester à dimension humaine. Le site, il n'est pas extensible à souhait. Vous persévérez vraiment dans ce concept de petit, entre guillemets, petit festival. Oui, on n'a pas le choix, comme vous avez dit, la taille du festival ne nous permettrait pas trop de grandir. Donc je pense que c'est quelque chose que les artistes aiment beaucoup et que le public aime beaucoup, ce côté proximité avec les scènes, les artistes. Et puis
c'est agréable, c'est pas énorme, on se perd pas et c'est un peu notre point fort aussi au niveau de l'accueil des artistes et du public. J'imagine que globalement, les artistes, ils ont toujours beaucoup de plaisir à venir parce que le cadre, c'est vrai qu'il est quand même exceptionnel. Alors, c'est vrai qu'il y en a un électro, qui tape à la porte pour venir. On l'a déjà fait beaucoup de fois. On ne sait pas encore si on va le programmer cette année, mais on a quelques artistes qui veulent venir, d'autres qui sont plus gourmands, qui regardent plutôt l'argent. Mais heureusement, il y en a encore qui sont passionnés par les beaux endroits et les belles foules proches du public avec le cœur qui bat. On sent les gens, quoi. Et puis bon, l'avantage pour le public chez nous, c'est quand même que les concerts sont à 50 mètres, les deux scènes, et vous finissez un concert, vous allez vite voir l'autre, vous pouvez voir tous les concerts, c'est agréable quand même. Vous avez des projets un peu pour le futur, d'autres idées qui germent un petit peu dans le coin de vos têtes respectives? Oui, donc là, on est en train maintenant de développer d'autres événements. Là, on l'a annoncé mardi. Donc, on a un événement à Verbier qui s'appelle Verbier Impulse. C'est un nouveau festival qu'on crée avec Téléverbier à la station. On verra ce que ça donne. C'est sur les pistes, c'est à 2500 mètres. Ça pose des gros problèmes techniques. Ils nous ont demandé de faire un peu de consulting pour eux et puis les aider dans la programmation. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on commence à faire. Et puis, on fait des événements aussi l'été avec la Full Moon Classic, donc une course de paddle. Et là, on nous a contactés pour faire une grande régate sur le lac également avec des D35. Donc, on va regarder. On essaie de développer effectivement d'autres événements parce que, comme vous avez dit, notre taille, elle n'est pas extensible. Et déménager dans un champ, ça serait trop proche peut-être d'un voisin et ça serait pas super, quoi. On s'y reperdrait. Exactement. Il y a également un contest, le DJ Contest, dans le cadre du festival. C'est réservé aux jeunes. Hein. Aux jeunes entre 12 et 19 ans. Ça sera donc la 4e édition et on voit que ça plaît énormément et qu'il y a beaucoup de motivés qui s'inscrivent. On essaye aussi de les suivre un peu pendant l'année, une fois qu'ils ont gagné le contest. Et l'année d'après, on les replace toujours dans la programmation des bars pour qu'ils puissent un peu aussi être dans notre programme. Pour le contest, les inscriptions sont ouvertes. On peut sont encore ouvertes depuis la semaine dernière donc, et jusqu'au 15, si je ne me trompe pas, 15 mars. Donc, que les jeunes s'inscrivent. Et puis, on a aussi beaucoup d'autres animations pour les jeunes le dimanche. On aura toujours des activités, par exemple, de paddle sur l'eau. On est en train de regarder pour voir si on garde aussi le foot. Ça a beaucoup de succès auprès des jeunes. Et comme c'est Maître Gims qui va être la star de la journée, je pense que ça plaira au public de jeunes d'avoir aussi toujours ces animations. Pour le DJ Contest notamment, on s'inscrit sur le site internet. Sur le site internet du caribana-festival.ch et puis toutes les infos, programmation, billetterie et autres à découvrir sur le festival. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de ce Caribana Festival. Ce sera du 1er au 5 juin. Comme d'habitude et comme chaque année, à Cran. Mais vous le savez, il n'y a pas que la musique dans la région. Vision du réel, 47e édition, se tiendra du 15 au 23 avril. Alors Florian Cavalleri, vous êtes avec le secrétaire général du festival. Alors cette semaine, nous sommes au cœur du festival Vision du réel, dans les locaux que ce festival occupe à la place du Marché 2, en compagnie de Philippe Cliva, qui n'est autre que le secrétaire général de Vision du réel. Philippe Cliva, bonjour. Bonjour. L'actualité de Vision du réel, c'est bien sûr la nomination du prix du Grand Maître du réel. Qui est-il ? Le Grand Maître du réel 2016, c'est Peter Greenaway, qui est un réalisateur anglais qui sera présent à Vision du réel, qui notamment fera une masterclass, en plus du fait qu'on va présenter un certain nombre de ses films. Alors vous avez aussi dévoilé le nom des 2 réalisateurs qui animeront les ateliers. Là encore, qui sont-ils ? Alors, ils sont un petit peu moins connus vraisemblablement. Dominique Gagnon, qui vient du Québec, et Audrius Tonis, qui vient de Lituanie. Et si nous sommes là, c'est pas pour rien, c'est parce que derrière cette porte, derrière ce jeune homme, il y a le cœur du festival, c'est-à-dire la sélection des films. Toute une équipe est en train de travailler. Philippe Cliva, présentez-nous cette équipe. Alors c'est une partie de l'équipe. Nous avons Emmanuel Chicon et Madeleine Robert, ainsi que Émilie Bugès, qui sont en train de regarder les films, donc qui sont en train de terminer la sélection. Le directeur et d'autres membres du comité de sélection travaillent dans d'autres pièces. Alors justement, on va aller voir un petit peu ce qu'est leur travail. Bonjour. Bonjour. Alors, combien de films cette année pour Vision du réel ? Vous avez déjà reçu combien d'œuvres ? 3200, 3300, quelque chose comme ça, je dirais. Et l'objectif, c'est d'arriver à une sélection d'environ combien de films ? Alors au total 150, mais ça inclut les ateliers, les 2 ateliers et le maître du réel. Alors, sans dévoiler les grands axes, évidemment, c'est le secret qui est bien gardé à Vision du réel, mais ces réalisateurs, ils s'interrogent sur quoi essentiellement ?
Alors, bon, disons, les enjeux politiques sont vraiment un élément très récurrent, forcément, dans le documentaire. Et cette année, on a eu énormément de films qui s'intéressaient, se penchaient sur la question de la migration d'une façon générale, autant ici qu'ailleurs. Quoi. Évidemment, un thème d'actualité. On va continuer à se balader au cœur de Vision du réel, en passant à l'étage suivant, où il y a toute la partie qui est plus organisationnelle. Philippe Cliva, venez avec moi. Alors là, nous sommes dans la partie administrative du festival. Comme vous pouvez le voir, c'est une véritable ruche qui bourdonne. Nous avons le président du festival qui est en plein penché dans ses factures, une quinzaine de collaborateurs. Combien d'employés ou de collaborateurs pour ce festival ? À l'heure actuelle, on est une vingtaine. Il y aura une cinquantaine de personnes d'ici 3 semaines et puis approximativement 200-250 personnes au moment même du festival. Et tout ça, c'est les bénévoles de ce festival qui sont très importants. On est avec Juliette Pitou ici qui s'occupe justement du recrutement des logeurs et des bénévoles qui vont encadrer ce festival. Comment se passe ce recrutement ? Alors ça se passe plutôt pas mal. Là, les inscriptions sont closes depuis fin janvier. On cherche encore du monde. Dans les auxiliaires, si vous avez un permis de voiture D1, c'est plutôt pour les minibus des 12 places. On cherche encore du monde. On cherche encore des logeurs parce qu'il nous manque des lits sur Nyon. Voilà. Donc si vous habitez Gland, ça ne nous intéresse pas forcément. Mais si vous avez quelque chose sur Nyon, c'est avec grand plaisir. Et si vous voulez faire bénévole... il y a encore de la place. C'est chez Juliette Pitot que ça se passe. Vous trouvez toutes les indications sur le site internet du festival visionduréel.ch. Et la transition est toute faite parce que si le festival fait appel à ses bénévoles, à ses logeurs, c'est pour le clouter. C'est pour qu'il y ait un espèce de mix qui se fasse entre la population locale et ce festival. Autre axe important, c'est la médiation culturelle, Philippe Cliva. Bien sûr, la médiation culturelle, c'est quelque chose de très important. On a vu tout à l'heure la programmation, qui est l'essence même du festival, mais c'est super important de pouvoir chercher des nouveaux publics. Alors nous, on travaille beaucoup auprès des jeunes. On a sous nos pieds, en l'occurrence, l'espace Grenette qui devient l'espace jeunesse pendant le festival où on projette un certain nombre de films, notamment les films du concours Réflexe, dont on a déjà eu l'occasion de parler et pour lequel le délai d'inscription est prolongé. On a à ce jour une petite centaine d'inscrits et on a prolongé le délai de 3 semaines, le délai d'inscription. Ensuite, évidemment, il faudra encore envoyer ces films. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on va aussi présenter des films de tout petits, puisqu'on va faire une collaboration avec le Click Festival, qui est un festival de cinéma d'animation sur Nyon, dans le cadre des écoles primaires de Nyon. Alors, ce festival, en termes d'implantation, est-ce qu'il va y avoir des grosses modifications cette année ? Le village du réel sera toujours au même endroit, même implantation, même espace ? Expliquez-nous. Globalement, ça reste la même chose. On a, je pense, trouvé une formule qui fonctionne bien. On est super content de pouvoir boucler la rue des Marchandises et de pouvoir y amener le centre du festival qui finalement se retrouve au cœur de la ville de Nyon. Donc il n'y a pas beaucoup de changements de ce côté-là. Le ciel s'annonce radieux pour Vision du réel pour cette nouvelle édition. Je ne suis pas météorologue, mais ça va être une très très belle édition. Philippe Cliva, merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu comment fonctionnait ce festival Vision du réel. Je rappelle que la programmation officielle sera dévoilée le 23 mars prochain. On entend cela avec impatience. L'année passée, l'affiche officielle, c'était une image du maître du réel, Barbet Schroeder. Et cette année, quelle est donc cette image qui orne cette nouvelle édition ? Ce n'est pas une image d'un film de Barbet Schroeder ni de Peter Greenaway. Cette année, en fait, nous avons choisi un film chilien puisque nous faisons un focus sur le Chili et que cette image nous a beaucoup plu. Merci beaucoup Philippe Cliva. On vous souhaite une très belle édition de cette... combienième édition de Vision du réel ? Ce sera la 47e. 47e édition de Vision du réel. Et du football pour terminer cette émission. Le championnat de Promotion League reprendra ses droits dans un peu plus d'un mois. Le Stade Nyonnais sera en lice le 28 février déjà pour un match en retard. Luis Pereira, le manager général du Stade Nyonnais, est avec nous. Bienvenue. Et puis Jacques Grosson, président de la confrérie du Stade Nyonnais, est également présent sur ce plateau. Bienvenue à vous. On va rapidement évoquer le plan sportif. Il y a eu pas seulement de mouvement pendant l'hiver, 7 départs, 6 arrivées. Quel est l'objectif principal du deuxième tour pour le Stade ? Alors, l'objectif principal, d'abord, c'était d'équilibrer le contingent,
d'avoir une équipe beaucoup plus équilibrée, puisqu'on avait fait une entrée en matière qui n'était pas celle qu'on souhaitait. Et surtout, je crois que les préparations en Suisse, elles se font de janvier à décembre et non de juillet à juin. L'objectif, ce sera aussi évidemment de s'éloigner le plus rapidement possible de la zone dangereuse, hein, parce qu'il faut éviter à tout prix la relégation, j'imagine. Effectivement, c'est s'éloigner le plus rapidement possible. Alors la confrérie a un tout nouveau comité, Jacques Grosson, que vous présidez. Il y avait la volonté là de redonner un nouvel élan à cette confrérie. Oui, c'est certain. Disons que Steve Osterman, qui est un ami, nous a proposé de redynamiser cela et d'apporter un soutien régional à une équipe qui reprenait un club en danger. Hein. Il était quasiment en survie ou proche, en tout cas proche de la fin. C'est un club important, donc avec Steve, Daniel Perrou, Stefano Albertoni, Nicolas Tracchia et moi-même, tous des anciens joueurs ou anciens présidents ou hommes très importants pour la vie du club, on a décidé de venir soutenir et puis apporter une touche régionale parce que si Luis Pereira et M. Sirmakes s'investissent pour le Stade Lyonnais, il était important également que les entreprises régionales suivent cet élan et puis qu'on redynamise tout cela et puis qu'on apporte notre pierre à l'édifice aussi bien qu'on puisse le faire. Donc, on a beaucoup parlé du Stade Lyonnais l'été dernier, pas forcément combien, c'est un peu la saga. Est-ce que tout cela est oublié et derrière maintenant ? Alors ça, je ne le sais pas vraiment, parce que c'est le rôle du club. Mais en tout cas, nous, on a envie d'aller de l'avant. Et puis ce nouveau comité le prouve qu'on veut vraiment avancer, arrêter de discuter de ces arriérés, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui aurait dû être fait, de la situation financière et tout ça. Ça ne nous regarde pas vraiment. Nous, on veut vraiment essayer d'apporter un soutien à la fois financier, émotionnel, et puis mettre toute notre passion et notre amour pour ce club à disposition du comité actuel. Ouais. Luis Pereira, ce feuilleton, justement, il est derrière. Est-ce qu'il a laissé des traces, finalement, au sein des supporters, au sein du public ? Non, j'aimerais juste leur dire qu'ils utilisent une phrase « souvenez-vous ». Voilà, c'est du passé. Voilà. Vous pouvez compter là, maintenant, sur l'appui justement de la confrérie, notamment, c'est un soutien qui est précieux pour vous. Très précieux le soutien de la confrérie, le soutien des anciens, parce que on a besoin de travailler tous ensemble. On n'est pas au-dessus, on est tous ensemble en train de travailler pour faire quelque chose, pour changer une réalité. Dans peu de temps, on verra la nouvelle réalité du Stade Lyonnais qui sera en harmonie avec les lieux. Alors on l'a dit, l'objectif là c'est surtout de bien terminer la saison, mais vous vous projetez déjà dans la saison prochaine avec des ambitions peut-être plus élevées ? On est toujours en train de surveiller ce qui se passe. Pas plus tard que hier, il y a eu un match et les matchs dégagent des questions et des questions de savoir comment on se projette dans l'avenir. Donc tout au long de l'activité, on aura des questions d'avenir, c'est-à-dire maintenir le club dans la catégorie, voire avoir plus d'ambition, mais tout de manière naturelle. La confrérie sera là pour soutenir le club, pour aller plus haut. Alors forcément, c'est le but. Hein. Le but étant de rester un des plus grands sponsors du club, en tout cas le plus grand supporter, ça c'est certain. Et puis on invite toutes les personnes qui veulent rejoindre la confrérie ou le Club 05 parce qu'on a envie d'échanger un petit peu ce nom et de profiter de ce nouvel élan pour l'appeler Club 05 hein, qui est tout à fait conforme à la confrérie. Chacun d'entre vous, toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre sont invitées à l'espace VIP pour le premier match le 28 février contre Bretton Rare à 15h. Et puis, on fera l'effort d'apporter de la bonne humeur, de la joie et d'offrir l'apéritif pour toutes les personnes qui désirent nous rejoindre. Alors, autre date qu'il faut retenir prochainement, c'est le repas de soutien le vendredi 11 mars. C'est important pour le club, la confrérie sera évidemment présente. Elle sera évidemment présente, ça va de soi. Et puis on se réjouit d'ores et déjà. Je sais qu'il y aura beaucoup d'animations avec des gens qui sont très souvent drôles. Et puis profitons, il faut vraiment profiter, je trouve, de cette énergie nouvelle
pour aller de l'avant et puis démontrer cette passion, cette envie, ce maillot jaune et noir qu'il faut supporter dans toute la région. Allez, pour conclure, Luis Pereira, un mot sur le tournoi indoor qui a eu lieu le week-end dernier. C'est une tradition, hein, c'est aussi un événement important dans le calendrier pour le stade. Exactement, c'est un tournoi qui a été créé il y a 35 ans par Michel Lapère. Et ça fait partie, je dirais, du patrimoine qu'il faut conserver. Eh bien, du football, on va continuer à en parler tout à l'heure dans le débat. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau pour nous parler du Stade Lyonnais. On va parler du Stade Lyonnais, on va parler également de l'US Terre Sainte. Donc d'ici quelques instants, ce sera dans le débat. Merci de nous avoir suivis à l'occasion de ce journal. Le site nrtv.ch, notre page Facebook reste à votre disposition évidemment pour revoir toutes nos émissions. Très belle suite de programme à vous et à très bientôt.